Il y a près de 2 ans maintenant, la flèche et le toit de Notre-Dame s'effondraient sous le regard sidéré du monde entier. Mais souvenez-vous, les flammes n'étaient pas encore éteintes que déjà la question de sa reconstruction était sur la table. Et récemment, vous le savez, les premiers arbres ont été abattus pour reconstruire sa charpente. Un chantier gigantesque avec ses bonnes surprises et ses déconvenues, avec ses bonheurs et ses découragements. À n'en pas douter, le chantier d'une vie pour tous ceux qui s'y sont attelés. Notre-Dame dans les coulisses d'une résurrection, c'est un grand reportage de Laurent Fleischer et David Amouzeg. Notre-Dame en chantier est un lieu très étrange. Et ceux qui travaillent ici sont également pleins de mystères. Comme si la beauté singulière de la cathédrale déteignait sur eux. Eux qui vivent ici en vase clos, avec pour mission de la sauver et la restaurer, et le faire vite et bien. Il y a d'abord ceux qui restauraient déjà Notre-Dame avant l'incendie, comme le charpentier Sylvain Lebras, ou l'architecte Philippe Villeneuve. J'ai lu que vous aviez une rosace tatouée sur le cœur. C'est vrai ou c'est des bêtises? Non, c'est pas des bêtises. Donc déjà à la base, c'était un super beau chantier. Mais c'est si émouvant que ça, tout le temps en fait. Marchez, 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 hop. Et il y a aussi ceux qui ont été touchés plus récemment. Rien que de rentrer et de pouvoir participer, c'est magnifique. Pendant un an, nous avons pu pénétrer dans les entrailles du chantier. On était curieux de voir ces hommes et ces femmes à l'œuvre pour les observer, sans qu'ils ne s'en rendent trop compte, et comprendre ce qui les anime vraiment. Bienvenue dans les coulisses d'une résurrection. « 8 heures du matin, au premier étage, celui des échafaudeurs. Par contre, dégrade-moi l'arrière avec, mais gentil. Ne m'enlève pas tout l'arrière d'un coup, hein. Oui. Creusez pas comme ça. C'est pas prévu qu'on creuse comme ça. Là, on rase, comme il dit Franck, on rase et on libère celle-là ce soir. Ouais. Ça roule? Vous êtes en vacation là pour l'instant? Là, on y retourne. Ah, vous êtes retourné là? Ouais. À tout à l'heure. Dans la famille des échafaudeurs, il y a Didier le chef, qui ne va pas sans Franck, le sous-chef. Franck, t'as commencé à implanter dans le cœur ou pas? Ouais. Viens voir, on est où alors? Didier et Franck étaient là avant l'incendie. Et l'incendie est toujours dans leur esprit. Forcément, puisque ce sont eux qui avaient monté l'échafaudage autour de la flèche pour la restaurer. La flèche est tombée, l'échafaudage est resté, menaçant constamment de s'effondrer. Didier et Franck se retrouvent depuis avec 300 tonnes de métal sur les bras et un traumatisme à digérer. Est-ce que les gens changent avec ça? Oui, ça les marque. Même moi, j'ai changé, je suis marqué. Une aventure pareille, vous êtes obligatoirement marqué. Vous êtes fatigué, vous chopez les poches, vous prenez 10 ans de plus dans la tronche, vous n'avez pas compris pourquoi. Si, on comprend pourquoi. Puis je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu quand j'ai eu ça. Quand il s'est passé ça, tout le monde s'est réuni. Il n'y a pas eu besoin de demander. Il faut travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés. Non, ça a été tout de suite. Parce que ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? À 18 ans. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Oui, je l'ai connu tout petit. Ouais. Alors, j'ai une question très simple, c'est une qualité, un défaut? Une qualité? C'est gênant parce qu'il est là. Non. Il faut y aller quand même. Une qualité? Bah, il est généreux. Il aime ses hommes. C'est vrai? Ouais. Il aime ses hommes. Un défaut, c'est qu'il est râleur. Mais comme tous les chefs, de toute façon. Ouais. Comment c'est, monsieur Davy Croquette?
Didier n'est pas seul pour accomplir sa mission. Il y a le spécialiste qui contrôle le mouvement des grues Celle-là, elle est revenue en arrière. et celui qui ausculte en permanence les oscillations de l'échafaudage grâce à des capteurs. Ça, c'est ce matin. Ce soir, Didier et Franck montent à 30 mètres de haut pour préparer une opération délicate. Ça, il faut qu'on le désingue. Ah non, il faut qu'on l'enlève, ça. Côté intérieur, Mets-toi de l'intérieur vers l'extérieur. Ils doivent d'abord diriger leurs hommes qui retirent les tubes d'échafaudage calcinés et doivent le faire dans le bon ordre. Ça, on le dégage. On gratte de chaque côté. Celle-là, on lui fera la même chose. On gratte la 2 et on la gratte de 2 mètres de chaque côté. Parce que tu vois, toute la partie, les deux, tu vois les 2 mailles d'un mètre comme elles penchent là. Celles-là, il faut les gratter, il faut les niquer. Ouais, on va les niquer. Il faut niquer les 2 d'un mètre à gauche et les 2 d'un mètre à droite. Leur but, être prêts dans 15 jours pour l'opération Vérité, où ils vont retirer la poutre qui a tenu l'ensemble de la structure jusqu'ici. Ça sera peut-être le début de la fin du cauchemar de Didier et Franck. En attendant, et comme si ça ne suffisait pas, démarre à l'intérieur de la cathédrale un autre chantier gigantesque. Où ils doivent tout échafauder pour atteindre les voûtes. Si vous voulez, entre le chœur, le transept sud, transept nord et la nef, qu'on va échafauder aussi complètement, il y a à peu près 1000 tonnes de matériel qui vont être debout. Ouais, quand même, ouais. Quand même, ouais. Et passez où, Franck? Francky? Il n'y a pas que les échafaudeurs qui déambulent dans les déambulatoires de la cathédrale. Il y a aussi ceux qui viennent d'arriver à Notre-Dame pour la restaurer, avant même que les travaux colossaux autour des voûtes ne soient achevés. Il y a les restauratrices en peinture, Marie-Cécile et Marie. C'est là, la grise. Ouais. Il y a Thierry et Claire, Maître Verrier, et Mario et son équipe, Facteur d'orgue. Commençons par Marie, qui nous raconte le début de l'histoire, où tout commence par une chapelle pas encore restaurée. Vous voyez par exemple le mur du fond, là. On devine des motifs géométriques, mais on ne sait même pas quelle est la couleur qu'il peut y avoir sous cette couche de crasse. Et vous, quand vous voyez un mur comme ça, est-ce que vous avez envie de lui faire quelque chose? On a tout de suite envie de gratter pour savoir quelle est la couleur dessous. Oui. Ouais. On se retient. C'est vrai. Oui, on se retient, oui. Heureusement, il y a derrière ce sas la chapelle Saint-Ferdinand, où depuis 2 mois, les peintres ont pu faire des choses très gratifiantes. Mettre à jour des couleurs éclatantes datant de Viollet-le-Duc. Quand on est arrivé, tout était vraiment noir, 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 noir. Partout. Là, par exemple, on voyait à peine, vous voyez, il y a SF parce qu'on est dans la chapelle de Saint-Ferdinand. Ouais. On voyait à peine les lettres. Et là, ce qu'on appelle la piscine, là, le fond rouge avec les petits châteaux, c'était pratiquement illisible. Même si on sait qu'on va retrouver une gamme de couleurs très lumineuse, très gaie, très vivante, on est toujours surpris du changement qu'il y a entre une chapelle toute noire et une chapelle très colorée. Comme les travaux se sont organisés sur 5 niveaux, on a dû s'adapter. Aujourd'hui, on aborde la partie la plus délicate, la peinture proprement dite. On vient de commencer aujourd'hui ce décor-là. Je rentre dedans, j'essaye de comprendre le motif, comment il est posé, voilà. Et les craquelures, vous allez les garder ou pas du tout? Certaines craquelures, oui. Si elles sont trop blanches, là, non. On va les estomper. C'est-à-dire on va passer la même couleur ou plus en jus, que ce soit léger, qu'on les devine, mais qu'elles ne gênent pas
Quand on regarde un peu de loin, on voit pas, comme je vous dis, d'abord les craquelures et puis le motif après. Voyons. Mais c'est un fake, c'est super. Ah non, là, c'est vachement bien, là. Alors, je me suis demandé à un moment s'il fallait pas passer un crème en dessous pour faire Non, un peu non, les... non. Ah oui, mais c'est vachement couvrant, là. La tâche des peintres n'est pas simple. Celle des maîtres verriers non plus. À 200 km de Notre-Dame, dans cet atelier près du Mans, il y a Claire, qui a son prénom brodé sur sa cotte, et qui est déjà très impatiente de venir sur l'île de la Cité. Je ne connais aucun vitrailliste qui n'a jamais rêvé un jour de venir en tant que vitrailliste dans Notre-Dame et pas en tant que touriste. Donc c'est déjà juste le fait, voilà, c'est Notre-Dame, c'est vraiment avoir la chance d'aller dans les coulisses. Voilà, c'est le travail du bâtiment, c'est ça aussi, c'est avoir la chance d'aller là où personne, en tant qu'individu X, ne peut aller. Donc on voit les choses de près, on voit les monos de près, les pierres, enfin c'est un privilège. Ça vous plaît? Ah oui. Il y a aussi Thierry, qui cache son prénom sous un blouson. Et il y a surtout les vitraux de la chapelle Saint-Ferdinand, qu'on finit ici de restaurer. Donc on voit bien tous les plombs qui ont été changés, toute l'armature, ils ont été reconsolidés. On a des attaches toutes neuves, les soudures ont été refaites. Donc cette pièce-là était dans un état irrécupérable. Donc il a fallu effectivement remplacer une partie de la pièce qui était en miettes, qui avait été complètement détruite. Après, bien sûr, pour nous, la pression est amplifiée. C'est sûr que sur Notre-Dame, on a un poids, on a une responsabilité. On ne peut pas se permettre, effectivement, l'erreur, l'échec. Mais il n'y en aura pas. Hop, je vous donne. Jusqu'ici, Thierry a pu travailler dans le confort douillet de son atelier et mettre toutes les chances de son côté. Choix du verre. Hop. Voilà. Voilà. Découpe. Voilà. Peinture des grisailles à l'identique. J'ai pas mes outils avec moi. Mais alors que la livraison aura lieu dans 2 jours, il y a un problème dans l'atelier du fond, où les tiges métalliques qui soutiennent les vitraux ne sont pas encore terminées. La faute à une communication avec l'architecte qui a du mal à se faire. Il y a un petit problème de choix de teinte. En fait, vous avez eu un peu la teinte au dernier moment. On l'a pas encore. Ah mince. Il y a un choix entre 2 teintes, en fait, entre le 8019 et le RAL et le 8022. Donc, effectivement, c'est deux teintes très proches. Donc, je peux me permettre de faire la plus claire. Et si elle n'est pas validée, je pourrais toujours après repeindre avec ce sera une peinture de finition, ça ira beaucoup plus vite. Et ça, vous le ferez sur place. Oui. Vous préférez le faire ici? Oui. C'est bon. Dans 3 jours, Claire et Thierry iront poser les vitraux dans la cathédrale. Et ils pourront enfin savoir si ce qu'ils ont fait convient à l'architecte ou pas. Mario et son équipe, et sa très nombreuse équipe, arrivent près du grand orgue de Notre-Dame. Ah mais oui, tu l'as dit, c'est Paul. Leur mission, démonter les 800 tuyaux qui le composent. Alors, ici on voit les pièces que nous sommes en train de démonter. C'est ça, c'est les sommiers. C'est les parties mécaniques de l'orgue. Tout ça, c'est un sommier, c'est énorme. C'est le plus grand que j'ai jamais vu dans ma vie. Après des 25 ans de la facture d'orgue. Hop, attention à l'équilibre. C'est super dangereux. Hop. Oui, ne t'inquiète pas, Inouk. C'est fragile ou pas? C'est un instrument de musique, alors c'est toujours délicat. Oui. C'est tout en chaîne.
Et comme vous savez, les bois, avec l'humidité, la chaleur, le froid, ça bouge. Et ça risque de faire des craques dans les joints. Le sommier de l'orgue va être stocké et nettoyé à l'extérieur du chantier. Et même si Mario doit répertorier toutes les pièces qu'il démonte, son plaisir n'est pas là. Mon métier, c'est l'harmonie. Je travaille avec les sons. Ça veut dire que je prends un tuyau et il faut que je le travaille parce que pour le faire chanter avec la couleur qu'on souhaite. Et ça dépend de l'acoustique de l'église, ça dépend du style de l'instrument, l'époque. Est-ce que vous n'avez pas hâte de le remonter pour enfin d'essayer de le faire sonner? Ah mais absolument, c'est un rêve de pouvoir les mettre en état, oui. 116 es la bombarda. Bombarde. En attendant, Mario se réfugie dans son bureau, sous l'orgue, pour noter où est chaque pièce démontée et écrire la notice qui permettra un jour de la remonter. Même s'il ne sait pas si c'est lui qui aura la joie de le faire. « 7 heures du matin. Didier Cuiset arrive. C'est aujourd'hui sa journée la plus critique, et il le sait. Il va retirer la poutre de 28 mètres qui consolide l'ensemble de l'échafaudage. C'est un peu comme si on déconstruisait la tour Eiffel, qu'on enlevait le premier étage, en espérant que les 4 pieds tiennent tout seuls. Alors, comment ça va se passer exactement? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va désaccoupler ces poutres. Pour l'instant, tout tenait ensemble. Donc du coup, là, on sera complètement désolidarisé de tout, quoi. Mais on a toujours peur d'un mouvement ou du vent. C'est pour ça qu'on attendait aussi des journées à chaque fois où il n'y a pas de vent. Ouais. Parce que quand vous avez, c'est pas tellement le poids de la poutre. La poutre fait 1 tonne. C'est surtout son envergure de 28 mètres. Il y a le grutier. Si jamais il y a un coup de vent, 28 mètres, bon, ça commence à faire du déploiement dans tous les sens, quoi. D'accord. Donc voilà. C'est solide et fragile à la fois. Donc ça va bien se passer. Voilà. On va commencer par l'ouest. L'ouest, ici. On survole le presbytère et on la descend en stock 2. D'accord, donc on va faire ce chantier-là. Franck, de son côté, prépare le mouvement des grues et fait place nette sur tout le chantier. Ce matin, j'ai besoin de sécuriser toute la zone de survol des grandes poutres que je vais enlever tout à l'heure après. Je vais attacher la poutre. Et là, je vais être obligé de la lever délicatement parce que je suis encore près des parties encore incendiées qui sont au sud-ouest. Pourquoi vous dites qu'il faut la prendre délicatement? Ah, parce que il faut quand même que je touche à rien. Il faut quand même pas que je fasse effondrer ce qui reste, quoi. Il reste plus grand-chose, donc c'est peut-être pas le moment de merder, quoi. Est-ce que c'est la dernière opération délicate ce matin? Ouais. Ouais? Ouais. C'est la dernière. Après celle-là, ça sera beaucoup plus simple. Parce qu'après, on est reposé sur les consoles, on n'a plus aucun risque d'effondrement. Donc là, après, ouais, une fois qu'on a terminé le ceinturage là, on aura passé une belle étape. Vous avez bien dormi? Non. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Non. Ouais. Je dormirai mieux ce soir. Ça, c'est pas un problème. Vous avez regardé l'heure à quelle heure? Ah, déjà, je me suis... Ouais, j'ai regardé l'heure quasiment toutes les heures. Ouais. Je suis réveillé au moins 5 fois cette nuit, donc ouais. Ok, nickel. C'est bon. On est un peu... bon, pas tendu, mais on essaie de gérer ce stress, mais faut pas qu'on le communique aussi à nos collaborateurs. Mais c'est pas facile. On sait bien que dans la tête qu'il y a la poutre à descendre. Et donc, du coup, c'est délicat. Ouais. C'est pourquoi on doit se dire que ça va aller. Voilà. Pas de soucis, on va la laisser pour l'instant, on va essayer de d'aller à l'est avec. Ça, essaye d'y aller, comme ça au moins on enlève le petit peu avant. Tout le monde est sur le pont. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de la cathédrale, attend lui aussi ce moment capital. On est en train de franchir une étape qu'on attendait depuis longtemps, qui va permettre de se dire « ouf ». Il est 9h, l'opération est lancée. Franck est dans une première nacelle côté sud. Ah, à ce moment-là, la nacelle. Son collègue Joe dans une deuxième côté nord. Didier, dans une troisième nacelle, supervise les opérations, tel un amiral
commandant sa flotte. Et puis, il y a au centre la fameuse poutre rouge-brun de 28 mètres que l'équipe doit enlever sans toucher quoi que ce soit. Dans un instant, après le périlleux démontage de l'échafaudage, les travaux vont s'accélérer à l'intérieur de la cathédrale avec les vitraillistes. Je vais... Voilà. Et les facteurs d'orgue. C'est très fragile. On peut les abîmer simplement de les tenir avec notre main. On risque de les abîmer. Parce qu'ils sont très mous. C'est un mélange d'étain et plomb, mais très fin. Ça fait 1 millimètre. C'est pour ça qu'il faut les tenir avec toute la main. À 40 mètres de haut, tout le monde est concentré pour libérer la poutre sans rien déstabiliser. Pour surveiller l'équilibre de l'échafaudage, des capteurs sismiques ont été installés partout. Et à la 20e minute, les capteurs font leur travail. Ouais, Régis pour Didier. Ouais, je t'écoute. Viens voir, c'est quel inclino. Ouais, il y a eu un choc à 0,18 degrés. Ça revient? Ouais, ça revient là. Impeccable, ça va, impeccable. La structure a tangué. Le travail reprend. Ça fait 1 heure que l'opération a commencé. Ça avance côté Franck. Mais ça bloque côté Joe. Alors, Didier s'impatiente. Joe, t'as encore un tube qui traverse, hein, à ta droite là-haut. Je vais essayer d'aller le choper, Joe. Fais gaffe, t'es vachement près du poteau là. Tu peux reculer un peu. Il bloquire. Joe, celui-là, t'aurais dû le laisser sur le tube, voilà. La poutre, il faudra que tu la tires un tout petit peu vers toi. Desserre. Bon, tiens ton collier. Celui du dessus. Et pousse ton tube. Ouais, voilà. Tiens-le, celui-là, arrête. Tiens ton collier. Je t'ai dit, tiens ton collier, je t'ai dit. Bon, c'est bon? Elle est libre complète chez toi, Franck? Affirmatif. Mets ta corde. Fais gaffe au bout là-haut, Joe. Hein. Franck. Attends, parce que j'ai un côté qui est chaud là-haut. Quand elle lève tout doucement, il va falloir qu'il la tire un peu vers lui, le Joe. Tu vas pouvoir commencer à monter tes chaînes doucement et les mettre en tension. La poutre est enfin libre. Vas-y, lève tes chaînes doucement. On passe à la phase finale. Vas-y. Attends, Franck. Hop, on va accrocher la ficelle avant. Attends. Bon, Joe, t'as pigé, hein? Fais attention, je pousse vers là-bas. Tu peux y aller, Franck. Lève. Donc, fais gaffe, il va devoir la décaler un peu chez lui dès qu'elle est en tension. Lève. Vas-y. Je commence à se détacher là, vas-y. Écarte, Joe. Lève, continue à Vas-y, lever. viens doucement. Top. Vas-y, lève. Joe, c'est bon? Non, il a les goujons, lève encore. Vas-y, lève. Vas-y, nous aussi. Lève, vas-y. Vas-y, fais sale. Vas-y, lève. Vas-y, lève. Vas-y, lâche la corde, Yves, c'est bon. Fais sale. À toi de jouer. C'est un succès, un triomphe, une revanche, un soulagement immense. Didier immortalise le moment.
Bravo à mes gars d'abord. C'est surtout eux qui comptent. Hein? C'est ça le coup de sifflet? Le coup de sifflet, c'était ça, ouais. Coup de sifflet et puis top. Parce que j'ai des gars au top. Vous avez pensé à quoi quand la poutre s'est envolée? Sincèrement? Ouais. Ma petite femme qui se faisait du souci pour moi ce matin quand je suis parti. Voilà. Et puis à l'entreprise. Vous l'avez appelé, votre petite femme qui se faisait du souci pour vous? Non, elle a eu un message. Ah mais ouais, moi aussi j'ai eu un grand coup d'émotion, j'ai lâché le toki une fois qu'elle s'est levée. Donc j'ai tout lâché, je me suis retourné, j'ai dit descendez-moi. Bon ouais là, je sors, ça me fait du bien. Vous avez appelé quelqu'un, vous avez fait un truc? Non, j'ai appelé personne. Je suis sorti tranquille. J'ai été soufflé dans mon coin. J'en ai pris une comme ça parce que je me disais, en faisant cette photo, quand on la faisait à l'époque, c'est comme si les tours étaient enchaînées. Et on se dit qu'on enlève ces chaînes devant là. Ah ouais. Ça a un peu de sens alors. Ouais, ça a du sens. Chacun se reconstruit à sa façon. C'est vrai sur le chantier. Mais comment fait-on dans l'immédiat environnement de la cathédrale? On se souvient que juste après l'incendie, on avait rencontré 2 personnes particulièrement touchées par le drame. Farid, serveur dans un restaurant de l'île de la Cité, et Monseigneur Chauvet, l'archiprêtre de Notre-Dame. Farid, habitant au-dessus du restaurant, avait tout vu depuis sa fenêtre. Mais il avait tellement été touché qu'il boudait depuis la vue imprenable qu'il avait sur l'édifice. J'essaie de ne pas regarder souvent. Non, c'est vrai, vous évitez de regarder parce que ça vous fait mal au moral. Ça me fait mal, parce que ça me rappelle des souvenirs. Ça alors? Eh oui, c'est comme ça. Un an plus tard, Farid a lui aussi des échafaudages, comme à Notre-Dame. Mais on se demandait surtout si l'avancée des travaux sur la cathédrale avait changé la donne. Je regarde, oui, je suis curieux, je regarde. Là, je dis, tiens, les travaux s'avancent. Pour moi, à mon avis, ça va finir avant 2024. Voilà. Ah oui, j'ai un espoir, parce que tous les jours, j'entends les ouvriers travailler la journée. Mais c'est vrai, ça vous fait vraiment plaisir. Ça me fait, de voir les gens dans les ça me fait énormément plaisir de voir comme ça avance. Voilà, il y a un espoir. Voilà, Notre-Dame, ça va revenir comme avant. Il y aura des messes, il y aura du monde sur l'île. Donc ça fait plaisir. Voilà. Ça fera plaisir à tous les gens du quartier et aux touristes aussi. Voilà. Si les voisins de Notre-Dame peuvent être sensibles à ce qu'il s'y passe, il en est un qui ne peut que l'être davantage. Car Monseigneur Chauvet, c'est lui, donnait la messe tous les soirs et faisait donc résonner sa voix dans les travées de Notre-Dame. Avec l'incendie, il a tout perdu, sa cathédrale et même son presbytère qui lui sont désormais inaccessibles. 6 mois après le drame, on avait découvert un homme relégué à l'extérieur des palissades, exclu de son propre monde. Si, voilà. Allez. Oh. Mais qui avait retrouvé refuge dans une maison avec d'autres religieux, et surtout un homme ragaillardi par la cuisine. Alors, dans la cuisine, vous allez voir des paupiettes. Comme ils sont belles. Ah oui, ça, j'aime bien faire la cuisine. Donc, je donne des idées à le dire. Oui. Vous savez, pour des célibataires, il faut trouver des choses faciles. C'est simple. Et simple. Mais vous savez faire bien la cuisine. Ben oui, je sais. Derrière l'image du bon vivant, on avait découvert le combattant. Monseigneur Chauvet on va se mettre par là. Voulait faire rayonner sa cathédrale à tout prix, obtenant que les tours soient illuminées la nuit. Non, ça a quand même de la gueule. Et qu'on installe une copie de la fameuse Vierge du Pilier sur le parvis. Et voici Monseigneur Chauvet aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de paupiettes aujourd'hui. Alors voilà comment je fais les menus. Je fais les menus, d'abord on regarde. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, samedi, salade tomate, côte de porc. Pourquoi j'ai mis côte de porc? C'est que je déjeune pas à midi. J'aime pas beaucoup les côtes de porc. Ah, donc vous l'avez casé pour les autres? Donc je donne pour les autres. Mais ils aiment bien le porc. Mais moi j'aime pas beaucoup. Alors, chacun fait comme il veut. Hein. Au-delà de ces nouvelles réjouissances culinaires, que reste-t-il des combats de Monseigneur Chauvet? Dans un quartier frappé par une double peine, incendie et crise sanitaire. Tout est fermé. Bonjour.
Mais tu vois, tout est fermé. Cette rue, c'est quand même un peu triste. Moi, j'ai connu des... On se bousculait sur cette rue du Cloître. Voilà, il n'y a plus personne. Malgré ces conditions épouvantables, Monseigneur Chauvet a fait reproduire un bas-relief de l'intérieur de Notre-Dame pour y représenter une crèche. Ce qui peut paraître dérisoire, mais Monseigneur Chauvet est ainsi, il ne renonce jamais. Voilà Noël. Je trouve que c'est très beau. Il y a toute l'histoire de Jésus. Voilà, la crèche. Ensuite, avec les bergers, un petit côté naïf que je trouve merveilleux. Les petits moutons, ça me rappelle mon enfance. Ah. Parce que moi, dès que je faisais un effort à la maison, hop, j'avais le droit de prendre le mouton et de l'avancer. C'est un lieu de rassemblement, même si on n'a pas le droit de faire de trop grands rassemblements. Ouais. Parce qu'on a quand même le préfet juste à côté, donc son bureau est là. Donc il nous regarde, on peut avoir des histoires. Mais il y a des gens quand même qui viennent, voilà. Ils peuvent s'asseoir là, et puis voilà, ils disent leur chapelet, ils font une prière, ils apportent des fleurs. Voilà, on en a besoin. Monseigneur Chauvet garde le moral. Sans doute parce que c'est sa nature, et aussi parce que dans l'église qui est désormais la sienne, il a récupéré les fêtes qui se déroulaient avant à Notre-Dame. Attention aux fausses notes. Monseigneur Chauvet, ou l'art de la patience. Attendre que Notre-Dame soit restaurée, oui, mais en musique. Tu parles espagnol, j'imagine. Moi, je parle pas du tout espagnol. Et moi, je parle avec les mains. Ah, bah, c'est bien aussi. Après le virage, on va découvrir Notre-Dame. Claire et Thierry, les vitraillistes, sont partis très tôt ce matin du Mans et arrivent à Paris. Alors ça, c'est vos affaires, mais les vitraux, alors? Les vitraux sont là derrière. Mais c'est tout petit. Ah bah oui, il y en a encore là-bas, il y en a plusieurs peu. En fin de compte, sur ce qu'on voit en étant en bas des édifices, en fin de compte, c'est plein de petits panneaux mis les uns sur les autres qui donnent le dessin de la Grande Baie. Donc là, il y a tout. Là, il y a tout. J'ai le badge. Claire est déjà venue il y a 3 mois. Thierry découvre le chantier. Là, normalement, c'est le local repas. Tout ça, en fait, c'est tout ce qui est les bureaux qu'ils ont installés. D'accord. Pour les badges, les cadenas, tout ça. Donc là, il faut faire le tour. Il y a 3 mois, tout ça, tous l'échafaudage à l'intérieur, il n'y était pas. C'est énorme. Bah oui, oui. Il faut vraiment travailler dans le milieu pour se rendre compte de ce que c'est tout ça, en fin de compte, à construire, à faire le lien justement d'un étage à un autre et tout. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour eux et d'admiration. Enfin, c'est vraiment c'est du lourd boulot qu'on leur demande. Alors tu passes là. D'accord. Celle qui a les lunettes, celle la chef. Bonjour, je suis Thierry Bouliou. Enchantée. Voilà. Je viens pour reposer les vitraux de Saint-Ferdinand. D'accord, très bien. Donc, parfait. voilà. Donc on va être en coactivité pendant quelques temps. On va essayer de s'entendre, il n'y a pas de raison. Pas de souci, voilà. On a l'habitude. On ne sera pas trop bruyant. Nous peut-être, hein, avec les pinceaux des couleurs, on ne sait jamais. Hein. Je vérifie qu'ils sont bien aux dimensions. Pourquoi ça peut bouger? Oui, on rajoute des ceintures, on agrandit des fois les panneaux. Et des fois, il peut y avoir... non, là, c'est parfait. Voilà. À l'extérieur, Claire peint les supports fixes des vitraux dans la nuance 8019. Thierry est content, puisque c'est la nuance qu'il a choisie par avance pour les fameuses tiges métalliques, avant que de recevoir la décision de l'architecte. Il a choisi quoi? Et il a choisi le 8019. Bah c'est bon alors. J'ai gagné. Non, en fait, j'étais confiant parce que le 8022 est beaucoup plus rouge.
Bon là, ma position n'est pas académique. Hein. Ah, mais vous êtes bien là, en même temps. Non? Hein? Vous êtes bien là? Ouais, là, bah, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. On n'est pas toujours à l'aise dans le travail. Hein. Donc, faut quand même essayer de trouver la position la plus idéale, sans abîmer, en restant effectivement... et puis, c'est important. On fait du bon travail quand on est à l'aise, hein, tout simplement. Et là, ça va? Là, je suis bien. Mais ça va pas durer. Voilà. Hop. Je vais... Voilà. Bien. Nous laissons les vitraillistes à leurs vitraux. Voilà. Nous reviendrons ici quand l'architecte passera les voir en fin d'après-midi. D'autant qu'ici, Mario et son équipe s'apprêtent à démonter les plus gros tuyaux de l'orgue. Ça met en place? Allez. C'est très fragile. On peut les abîmer simplement de les tenir avec notre main. On risque de les abîmer parce qu'ils sont très mous. Pourquoi vous dites qu'ils sont mous? Ils sont en quoi? C'est un mélange d'étain et plomb, mais très fine. Ça fait 1 millimètre. C'est pour ça qu'il faut les tenir avec toute la main et marcher et faire une chorégraphie pour ne pas jamais faire un mauvais geste et les cabosser. C'est bon? Maintenant, c'est dangereux. Ce qu'on va faire, on va laisser tomber les tuyaux sur nous, vers nous, et on va marcher vite, marche en arrière. Et on ne peut pas avoir les caméras ou quoi que ce soit proche de nous. Alors, je vous demande de prendre un peu de distance pour se mettre à côté. Attendez-vous, je vais prendre l'équilibre. Oui, c'est bon. Marchez, 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 marchez. Hop. Laissez-moi l'espace. Allez. Ah. La chorégraphie des facteurs d'orgue Laisse. a continué toute l'après-midi. Attention, Nando. Leur opération s'est parfaitement terminée. Au même moment, de l'autre côté de la nef, l'architecte en chef des monuments historiques arrive, près des vitraux, pour les juger. Vous terminez la rose, c'est ça, avec le pentalobe au-dessus Voilà, je vous invite à aller le voir si vous voulez. Dehors ou au-dessus? Ah, là, il y a une jolie vue. Hein. Quand on monte l'escalier, là, c'est bien, j'imagine. Ouais, on a un peu de recul. Oui, mais déjà hier, on n'avait pas les deux quadrilobes. C'était... Je vais pouvoir recommencer les morceaux. J'ai une photo de ça. C'est amusant, hein. Les verres blancs sont quand même très verts. On a des filets plus clairs, mais ça, c'est quand même assez soutenu. Oui. Alors, il y a eu des restaurations qui ne sont pas de notre fait, hein, mais on voit qu'il y a déjà des tonalités qui jouent un peu sur quelques nuances. Là, on a essayé de conserver la teinte d'origine. Très bien. Et alors, est-ce qu'ils ont bien travaillé? Ils n'ont pas encore fini. C'est pas fini. C'est pas fini. On sera jugé sur la fin. Et puis en plus, nous, on est fiers effectivement. C'est d'étalonner effectivement la première chapelle et de se dire que le travail qu'on va réaliser ici et tous les efforts qui sont faits, c'est peut-être pour le travail futur de toute la cathédrale. Vous avez fait une première couche, c'est ça? Bien sûr, Thierry aimerait revenir à Notre-Dame pour restaurer d'autres vitraux. Comme les peintres aimeraient le faire pour restaurer d'autres peintures. Un peu plus tard, à l'extérieur, tout le monde se retrouve après une journée de travail. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de Notre-Dame, Didier Cuiset, l'échafaudeur, et les autres. Tout le monde a tenu à rester sur le chantier ce soir. Ça fait plaisir de monter avec toi, Didier. Ah bah, et moi donc. Je nous monte déjà au plus haut. Pour la première fois, on va apercevoir la cathédrale débarrassée de son échafaudage. C'est un moment de bascule de la vie du chantier. Les architectes sont impatients
de voir ce qui leur était jusque-là inaccessible et qu'ils vont voir pour la première fois. Dans un instant, les ouvriers, artisans et cadres du chantier de Notre-Dame vont vivre un moment qu'ils attendent depuis près de 2 ans. Là, ça fait du bien. Là, il me manquait un bout là, j'ai plus que 3 bouts, là, ça fait du bien. Là, je revide. Et vous allez découvrir en Lorraine une entreprise essentielle dans le chantier de Notre-Dame, celle qui produit les échafaudages et assure la sécurisation du monument. Je trouve cette clé de voûte en métal extraordinaire. Ce soir, alors qu'il ne reste bientôt plus d'échafaudage, Franck, l'échafaudeur, est un homme heureux. En fait, si tu veux, quand on s'est aperçu, quand on avait enlevé la deuxième ceinture, on a, bah tiens, le gars là qui sont en train de bosser là, et on s'est aperçu qu'hier on pouvait dézinguer les 4 séries là. On a envoyé ça en 2-2 quoi. Puis il était temps qu'on l'enlève celle-là. Pourquoi? Parce que ça fait du bien là. Là, ça fait du bien. Là, il me manquait un bout là, j'ai plus que 3 bouts, là, ça fait du bien. Là, je revide. Je te dirais pas que l'échafaudage était moche, en fait, parce que je serais monteur. Ouais. En fait, brûlé et tout, il avait un aspect un peu atypique, tu vois. Il y a plein de journalistes, pas mal de photographes qui sont venus qui nous ont dit, putain, en fait, c'est hors norme, ça faisait une structure moderne. Ouais. Mais je l'aime pas, la structure moderne là. Tu vois, je préfère celle-là, là. Aujourd'hui, je suis bien, je suis content. Je voulais savoir ce que ça vous fait en fait, de voir ce spectacle. 2 choses. La première, je suis heureux que l'entreprise réussisse à dégager enfin ce cadavre. Et en même temps, j'y arrive pas. Je supporte pas. De quoi? Ça. Ça nous remet dans la figure l'horreur de cet incendie, de tout ça. En fait, c'est très violent. Heureusement que ce chantier est une merveille humaine. Vous voyez ce qu'on entend là derrière, là? C'est parce qu'eux, ils sont heureux aussi que ça descende, ils sont plus détendus. Et puis, heureusement qu'il y a cette ambiance-là. Il n'y a pas que les tubes qui ont été soudés par l'incendie. Il y a aussi manifestement ces gens qui ont traversé ensemble ce moment si particulier de leur existence. Allez, on y va. Puisque c'est possible ce soir, Philippe Villeneuve veut s'approcher un peu plus des voûtes. Et c'est cette pièce métallique, en bas à droite, en forme de diapason, qui attire son attention. Attends, Philippe, avance-toi un peu avec la nacelle. Il voudrait savoir si elle est fixée dans la pierre, scellée par le plomb. Parce que là, t'es sur un tube ici, là. T'es sur un tube ici, hein. Sinon, on va l'enlever. On va l'enlever, nous, sinon, Philippe. Hein. Philippe. Didier n'est pas du genre à ne pas y aller. Alors il y va. Franck n'est pas du genre à ne pas le suivre. Alors il le suit. Franck, fais gaffe le tube là. Franck. Oui. Non, attention les panneaux là, Franck, on ne sait pas. Marche pas dessus. Les panneaux ne sont pas accrochés. Alors bouge pas, moi je fais un test. Bon. Elle est plantée. Si tu la bouges de trop, tu vas te faire tomber un claveau, c'est qu'il la voûte. Mais non, regarde. On sait qu'elle n'est pas plantée. Pour la tige métallique, elle est bonne, ça va. Mais ce premier diagnostic visuel apporte d'autres enseignements. Et donc là, vous avez constaté quoi aujourd'hui avec ce petit tour en nacelle? J'ai constaté un peu ce que je craignais, c'est-à-dire qu'en fait le plomb s'est beaucoup accumulé dans le rein, dans le pied de l'ancienne charpente de la flèche. Là ça se voit parfaitement parce qu'on imagine qu'il y a facilement
50 à 60 cm de plomb, donc 60 cm de plomb, structurellement c'est pas grave, mais c'est que nous il va falloir qu'on bâtisse la flèche sur une structure qui soit saine. C'est pour ça qu'il va falloir dégager le pied de cette charpente-là pour retrouver exactement le niveau 0 de la flèche d'avant et donc consolider ensuite les maçonneries en conséquence. L'architecte pense déjà à la flèche qu'il posera là dans quelques années. Le lendemain, c'est une autre équipe qui entre en scène. Les cordistes. Le bois, tu penses qu'il fait quelle taille le bois là? PCCQ pour Greg, test radio. 3e étage s'il te plaît. Ils sont un peu les stars du chantier, car ils interviennent dans les endroits où l'accès est le plus difficile. C'est un petit échauffement vite fait des articulations avant d'attaquer. Ils sont sportifs et se doivent en plus d'être souples. Leur mission du jour, aller chercher des morceaux de poutre brûlés au bord du gouffre. Mais comme on ne sait pas quel poids peuvent supporter les voûtes, ils doivent être suspendus pour travailler. Tu vois celui-là, là, regarde. Ouais. Tu peux me le passer? Ok. Parfait. Les poutres qui formaient la charpente de Notre-Dame doivent être identifiées une à une. Elles doivent ensuite être accrochées pour enfin être évacuées à l'extérieur. Arnaud pour Cyril. Ok, vas-y, vous pouvez monter les gars. Ok, allez-y. Monte, monte. Vas-y, reprends. Reprends. Stop. Les cordistes vont retirer toutes les poutres pour que les architectes puissent savoir comment placer ici une nouvelle flèche. En attendant, on enlève, on emballe, on déblaye. C'est ici, très loin de l'île de la Cité, en Lorraine, et presque fortuitement, lors de cette dernière étape de notre voyage dans les coulisses de Notre-Dame, que l'on a compris le cœur de toute cette histoire. Nous sommes à Jarny, à 20 km de Metz, dans cette PME qui a tout d'une PME ordinaire, coincée entre la voie ferrée et le bourg. Pourtant, c'est un peu l'atelier de Notre-Dame. C'est d'ici que partent notamment tous les échafaudages qui arrivent sur l'île de la Cité. Didier Cuiset y a donc son bureau. Et naturellement, tout le monde est fier ici de travailler pour Notre-Dame. Avec au premier chef, le chef de cette entreprise familiale, Julien Lebras. Donc là, on va voir la taille de la charpente, hein. C'est ça que vous voulez voir. Hein. Mais surtout ici, on restaurait déjà la cathédrale avant l'incendie. Alors, le choc du 15 avril 2019 y a été ressenti plus fortement qu'ailleurs. Dès le 16 avril, les médias du monde entier qui nous mettent une pression mais colossale et qui nous regardent ou nous présentent comme le criminel, l'assassin qui a incendié la cathédrale. Parce que si notre entourage n'avait pas été très présent pour nous soutenir, pour traverser cette épreuve, je pense qu'on serait beaucoup à avoir craqué. Et, ouais, donc forcément, Notre-Dame, ça aura laissé des traces indélébiles. Il ne se passe pas un matin où mon fils ne se lève pour me dire « Papa, tu vas reconstruire la cathédrale, je peux venir avec toi ». Il a 3 ans, mais il rêve que d'une chose, c'est de devenir charpentier et de reconstruire la cathédrale. Voilà, donc
forcément, ça nous marque nous, mais ça marque notre entourage, et voilà, avec des moments très pénibles, mais des moments de joie, des moments de partage, des moments d'union, des moments de renaissance qui sont aussi formidables, et voilà, et qui laissent un peu briller les yeux, voilà. Aujourd'hui est un jour clé pour Julien et pour la cathédrale. Car sortent de l'atelier de tout nouveaux cintres qui vont étayer les voûtes les plus endommagées de Notre-Dame. Pour la première fois, ils vont être montés à blanc devant l'atelier. Preuve que le moment est important. Arrive le général Georgelin, qui dirige l'ensemble du chantier et veille à ce que la reconstruction de Notre-Dame ait lieu comme prévu. On se croirait vraiment à Cannes, hein. C'est pareil. Sans le soleil, ni la mer. Je voulais savoir si c'était pas trop dur d'être toujours celui qui rappelle les règles et celui qui rappelle les délais. Alors, je vous remercie de poser cette excellente question. C'est une affaire de maîtrise des coûts et des délais. Et je suis là pour rappeler à tout le monde qu'on n'est pas là pour regarder les oiseaux, les machins, les trucs. On est là pour rendre cette cathédrale au culte en avril 2024. Donc il faut tenir les coups, tenir les délais. Et on va y arriver? Évidemment qu'on va y arriver. Mais le général Georgelin n'est pas venu ici uniquement pour rappeler l'objectif de 2024. Il faut toujours aller voir les gens. Ça leur montre d'abord que je prends conscience de ce qu'ils font, qu'on s'intéresse à leur travail, et c'est d'une forme à la fois de considération et de respect pour eux. Voilà. Et là, derrière vous, c'est les ferrures qu'il y a au sommet à la rencontre des cintres. Les clés de voûte. Comment? C'est les clés de voûte. Oui, c'est ça. Ouais. Je trouve cette clé de voûte en métal extraordinaire. Parce que quand on pense aux vraies clés de voûte, si vous voulez, voilà. Vous avez joué au mécano quand vous étiez petit? Bon, comme tout le monde. C'est que quand on nous achetait à tous un mécano quand on avait 7-8 ans. Je ne suis pas très manuel, moi, vous savez. Ah. Pour le moment, j'ai cassé mon masque, oui. On va jusqu'à la taille. On fait dans l'ordre, en fait. Dans cette histoire, finalement, chacun a son rôle. Le général Georgelin avance à sa cadence en pensant à l'ouverture de Notre-Dame. Là, on passe dans l'atelier de fabrication. Julien Lebras fait la visite. Mais il manque un personnage, peut-être le plus important pour comprendre toute cette histoire. C'est le père de Julien Lebras, que voici. Avant de passer la main à son fils, Sylvain Lebras devait faire un dernier chantier. Et c'était à Notre-Dame. Parfait, merci. Notre-Dame, pour vous, ça représente quoi? J'imagine plein de choses. C'est énorme, j'aurais jamais assez de temps pour dire tout ce que j'en pense. Donc déjà à la base, c'était un super beau chantier. Mais c'est si émouvant que ça, tout le temps en fait. Non. Admettons que ça valait mieux. Ah bien sûr. Non mais c'est ça qui est bien. La flèche devait être mon dernier chantier. Mais la flèche, elle va être refaite, non? Je suis obligé de... 2 minutes. Bien sûr. Et ça repousse un peu mon échéance. Bon, alors voilà. C'est pas plus mal. Enfin, pas plus mal. C'est pas ce que je veux dire. Je repousse mon échéance avec plaisir. Vous voulez dire que vous continuez à travailler parce que tant que la flèche, elle n'est pas montée? C'est ça. C'est ça. À la pose du coq, je pars. Deux semaines plus tard,
les premiers cintres de Jarny arrivent à Paris. Les échafaudages sont prêts à les accueillir. Ils viennent épouser les voûtes, les plus fragiles, pour les soutenir. Avec cette dernière action, Notre-Dame est sauvée. Et on va pouvoir passer à la phase de restauration. Justement, dans la chapelle Saint-Ferdinand, les vitraillistes ont fini d'installer toute la baie restaurée. Les peintres, elles, sont encore là. C'est aujourd'hui normalement leur dernier jour, après 4 mois passés ici. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah oui. Là, Là, peut-être les petits points là, non? Non. Ça fait user, c'est pas mal. Ok. Et comme il y a la pierre à côté, tu vois, ça vibre bien, non? Ben, je pense que c'est bien comme ça. Pensant que l'aspirateur couvre leur conversation, Marie et Marie-Cécile évoquent l'idée de signer discrètement leur travail. On met nos noms sur le haut des chapiteaux? Ouais. Là, dans un petit creux, là, on pourrait un petit... On va faire ça. Ben, les maçons, ils faisaient ça, ils signaient leurs pierres. Hein. Pardon? Les maçons, ils faisaient ça. Ah oui. Les tailleurs de pierre, ils signaient leurs pierres. Hein. Est-ce que les restaurateurs en peinture, ils font ça actuellement? Alors, au 19e, ils faisaient ça, oui, pas mal. Hein. Le 21e? Non, ça se fait plus. Déontologiquement, c'est pas très bien. Vous voulez mettre votre nom où alors? On va pas le dire. On va le cacher. C'est déjà fait. Non, c'est pas fait. Non. C'est quoi votre projet? Marie-Cécile. Moi, je ne parle pas. Ce sera pour les prochains travaux. Dans 100 ans, 150 ans, ils vont retomber sur nos noms, mais il n'y a que qui le verront. Il y a que qui... Il faut qu'ils trouvent. L'histoire ne dit pas où sont cachés les noms. En tout cas, les décors de Viollet-le-Duc sont démasqués. Et en ce dernier jour, les peintres aussi se révèlent. Est-ce que le plus dur dans ce chantier, c'est de s'arrêter? Il va falloir se forcer un petit peu à dire que c'est fini. À dire que c'est fini. Donc mi-février, j'ai décidé qu'on enlevait tout le matériel, qu'on vidait le chantier mi-février. Mais on se prépare un peu psychologiquement parce que voilà, c'est quand même un chantier important avec beaucoup d'enjeux. Donc voilà, on va avoir du mal. Maintenant, il va falloir lâcher, comme je dis un peu, lâcher un peu. Il faut passer à autre chose. Hein. Tout le monde entretient un rapport particulier à Notre-Dame. Et même chez celui qui affiche par fonction le moins ses sentiments. Il y a un mystère en ce lieu. Et il y a de la sensibilité chez ce général. Cette ambiance de Notre-Dame, cette orgue, cette architecture, ça ne s'exprime pas, ça se ressent. Il n'y a pas que la parole qui exprime ce que l'on ressent. Quand je vais à la cathédrale, je rêve, j'ai un réflexe tout de suite, j'imagine entendre l'orgue. Et je regarde au fond l'autel qui n'est plus là, etc. Et un jour, on verra un autel ici qui resplendira. Mario, lui aussi, est parti du chantier. Avec le ferme espoir d'y revenir pour accorder l'orgue de Notre-Dame. Parti. Je vous suis. Attends, il faut que tu sois beau gosse. Ah ouais, beau gosse de dos. À la fin, après avoir passé du temps ici, avec tous ces gens étonnants, on ne sait plus bien si c'est Notre-Dame qui est restaurée ou les gens qui se reconstruisent en la reconstruisant, ou si tout ça est mêlé. Franck! Oh! Alors, qu'est-ce qu'il fait, Franck? Rien. Allez, Franck. J'attends, cher ami. C'est votre heure de gloire. En tout cas, le chantier avance. Et quand le chantier avance, ça redonne le moral à Farid, bonjour, le voisin de Notre-Dame. Et quand Farid a le moral,
Farid chante. Et c'est ainsi que se termine Grand Reportage. Passez une très belle après-midi sur notre antenne et je vous donne rendez-vous à 20h comme d'habitude pour le journal. À tout à l'heure. Dans chaque famille, il y a un secret. Samedi prochain, dans Grand Reportage, dernier épisode de notre série inédite consacrée aux généalogistes successoraux, plus couramment appelés chasseurs d'héritiers. Mon métier, il change nécessairement la vie des gens, soit d'un point de vue financier, parce qu'on leur apporte quand même un héritage, soit d'un point de vue psychologique, dans le sens où on leur révèle l'existence d'une nouvelle famille qu'ils ignoraient parfois. Leur mission, retrouver coûte que coûte les héritiers de personnes décédées. Je vous montre l'arbre généalogique qui m'a permis de vous retrouver, d'accord ? Et leur annoncer tout à la fois le décès et l'héritage qui en découle. Pour cela, ils n'hésitent pas à faire le tour du monde et à affronter des émotions fortes. Ça me rend tellement triste. Voilà, donc là, il parle. Il y a un faux contact. Bon, il convulse un peu, là, mais... Il convulse, mais on est des bons chirurgiens. Et Reportage Découverte vous emmène à la rencontre de bricoleurs, pas comme les autres. C'est beaucoup de préparation, mais après, non, c'est pas compliqué. Avion du siècle dernier, chambre d'hôte au sommet d'un château d'eau. Le problème que j'ai rencontré, c'était que ma compagne soit d'accord. Mais bon, j'ai réussi à la convaincre. Là, on en est à 6-7 mois de travail. Il y a encore, on estime, entre 3 et 4 mois de travail pour que cette voiture prenne vie. Voiture de course. Ah, voilà. Ou robots géants. Ils sont prêts à tout pour assouvir leur passion. Ça marche. Voilà. C'est magique. Et à part là. Ouais. Voilà.